L'ouverture de la COP28 à Dubaï, c'est l'occasion pour nous de rappeler que réussir la transition énergétique implique d'investir des sommes qui sont colossales et considérables. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui vient souvent nous voir ici sur Ecorama, elle a récemment fait le parallèle entre une transformation aujourd'hui qu'on vit, qui est digne de la première révolution industrielle. Est-ce que ce parallèle, pour vous, il est approprié, s'agissant de ce parallèle entre la première révolution industrielle et la transition énergétique? Oui et non. Oui, parce que il va falloir changer. Il va falloir changer plein de choses dans les façons de produire, dans les façons de s'organiser, dans les façons de se déplacer et tout simplement dans nos modes de vie. Et ça, si vous regardez les révolutions industrielles, à chaque fois, il y a ces transformations majeures qui prennent du temps, qui sont nécessaires parce qu'elles aboutissent à un monde qui est meilleur ou jugé tel. Oui, Agnès Pannier-Runacher a raison de parler de révolution industrielle. Mais en même temps, elle a tort. Parce que si vous regardez toutes les révolutions industrielles qui se sont produites depuis 3 siècles, à chaque fois, ces révolutions, elles se produisent pour produire davantage, pour produire plus efficace. Et avec la transition écologique, Est-ce que je c'est peux pas ça baisser un qui peu va se sur le passer. bâton? Si on ferme Parce une que je centrale à trouve que charbon pour ça ouvrir à dépasse le bruit. côté des éoliennes ou des panneaux solaires, on ne va pas produire plus efficace, on va produire plus propre. Et ça ne se valorise pas du tout de la même manière. Quand vous produisez plus efficace, vous dégagez des revenus supplémentaires qui permettent de financer les investissements. Quand vous produisez mieux, plus proprement, en préservant davantage la nature, ça n'est pas du tout le même modèle économique. Le modèle économique des révolutions industrielles ne peut pas être le modèle économique de la transition énergétique et écologique. Donc pas d'espoir de gains économiques à vous écouter, à attendre, pas de Alors, rentabilité. attends, attendez, que les choses soient claires. Il y a un gain absolument majeur, hein. Il faut arrêter de dire qu'on va sauver la planète. Je rappelle encore et toujours que c'est pas la survie de la planète qui est en jeu, hein. C'est la survie de l'humanité, de nous, de nos enfants, de petits-enfants, arrière-petits-enfants et descendants. C'est de cette survie-là qu'il est question. Hmm. Donc, il faut absolument pas dire que c'est pas important parce que ça n'a pas de valeur Hmm. monétaire. Ça a une valeur infinie, c'est une valeur inestimable. Mais comme cette valeur est inestimable, on ne peut pas la mettre dans l'équation économique de la transition énergétique. Donc d'un point de vue strictement financier, pardon de le résumer comme ça, c'est pas une bonne affaire en perspective à vous écouter. C'est pas une bonne affaire, mais c'est un choix collectif. Et ce choix collectif, on l'a fait à d'autres prix. C'est pas la première fois que des pays se retrouvent confrontés à cette nécessité d'investir massivement et sans espoir de gains économiques immédiats ou à long terme. Ces changements, ces révolutions d'un autre genre, ça s'appelle tout simplement la guerre. En particulier depuis le XXe siècle, hein, depuis que la guerre est devenue un phénomène industriel. Avant, il fallait surtout des hommes pour se battre. Depuis le XXe siècle, la guerre est devenue industrielle. Il faut des munitions, il faut des chars, il faut aussi des avions, il faut des bombes, des obus, tout ça coûte très cher. Et on le fabrique. Qu'est-ce qu'on en attend comme rentabilité financière? On n'attend aucune rentabilité financière de ces dépenses qui sont des dépenses d'investissement. On en attend simplement de pouvoir sauver le pays d'un envahisseur étranger ou parfois simplement un combat pour la liberté. Et ça s'est vu dans l'histoire. On a déjà vécu des changements, des ruptures qui nécessitaient de faire des investissements massifs sans espoir de rentabilité financière. Mais évidemment, quand on fait ces investissements-là, on ne les fait pas du tout de la même manière que les investissements pour la révolution industrielle. Et je crois que c'est ça qu'il faut se demander maintenant, c'est voir comment ça va pouvoir se faire, comment on s'organise autrement pour financer un changement qui n'est pas d'une nature comparable à celle des révolutions industrielles qu'on a connues par le passé. Ouais. Enfin, historiquement, quand il y avait des guerres, si je me souviens bien, le vainqueur faisait payer le financement de sa guerre aux perdants. Alors ça a été le cas au Moyen Âge, hein. Le vainqueur, il prenait le trésor et puis ensuite il faisait payer des impôts, hein. Même avant le Moyen Âge, hein, l'Empire romain, c'était même de la matière fiscale qui était prélevée sur des territoires plus larges. Mais ça a été tant que la guerre n'avait pas un coût exorbitant. Au XXe siècle, ben, ça ne marche plus parce que la guerre coûte beaucoup trop cher. Donc après la Première Guerre mondiale, hein, la France, au XIXe siècle, quand elle a perdu en 1815, puis à nouveau en 1870, elle a été soumise à des prélèvements très lourds dans les années qui ont suivi
pour rembourser les vainqueurs. Et donc, après la guerre de 14-18, la France a dit on va faire pareil avec l'Allemagne. On va imposer des réparations très lourdes à l'Allemagne parce que cette guerre nous a coûté beaucoup plus cher que les guerres précédentes et il faut absolument qu'on puisse se refaire la cerise. Et donc, ces réparations de guerre, elles ont été trop lourdes et les historiens admettent aujourd'hui, enfin beaucoup d'historiens admettent aujourd'hui que cette pénalité trop lourde, hein, elle a abouti à des déséquilibres financiers majeurs d'abord en Allemagne et ensuite que ça a été le ferment de la Seconde Guerre mondiale. Donc avant, quand la guerre coûtait beaucoup moins cher qu'avant, coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, on pouvait évidemment avoir espérer se rembourser par ce qu'on allait prendre aux vaincus les efforts de guerre. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc encore une fois, il faut faire autrement. Cette transition énergétique s'apparente donc à une économie de guerre, vous nous dites. Ça revient à dire aussi que c'est à l'État, la puissance publique, de prendre la main, de reprendre la main, d'où peut-être la planification écologique qu'on a eue. Ouais, c'est effectivement quand on regarde ce qui s'est passé, hein, et je trouve que la Seconde Guerre mondiale est à cet égard assez éclairante, en particulier aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis résistent à l'entrée en guerre, et puis il y a un bombardement à Pearl Harbor qui dit, ben non, on peut pas ne pas y aller, on y va. Et à ce moment-là, il faut mobiliser extrêmement rapidement des moyens colossaux. Et ça, avec les mécanismes du marché, on a du mal. On a du mal. Et donc, à ce moment-là, c'est l'État qui prend la main. C'est l'État qui prend la main pour financer et pour organiser l'effort de guerre et une production qui est de nature complètement différente, hein, qui change complètement. On convertit des usines qui fabriquaient des voitures ou des trains pour faire des avions ou des chars. C'est pas du tout pareil. Et ça, c'est très difficile à organiser par le simple jeu du marché, du moins rapidement. Et donc, à ce moment-là, c'est l'État qui prend la main. Et évidemment, l'État, ben, il faut pour ça qu'il trouve des ressources financières. Et si vous regardez l'histoire de l'économie de guerre, à ce moment-là, ben, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il faut absolument qu'il trouve de l'argent, et il en trouve par tous les moyens. Il en trouve par l'impôt, hein. En France, l'impôt sur les sociétés, il est né pendant la Première Guerre mondiale. C'était un impôt sur les surprofits de guerre, mais c'est comme ça qu'est né l'impôt sur les sociétés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, Franklin Roosevelt, il monte la tranche marginale supérieure de l'impôt sur le revenu à 94% parce qu'il faut de l'argent et qu'il faut que cet effort soit partagé et que les plus aisés donnent davantage. Donc d'abord, l'impôt. Il y a aussi évidemment l'emprunt, hein, avec des emprunts massifs. Vous vous souvenez, hein, vous avez peut-être vu dans vos livres d'histoire ces affiches qui est donnez votre or pour la France. Et donc ça, il y a des emprunts qui sont tout à fait colossaux, qui sont parfois un petit peu imposés parce que l'État a vraiment besoin de cet argent. Donc la dette, l'impôt, et puis aussi la création monétaire. Et c'est ce qui a été fait tout à fait clairement aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Trésor, la Banque fédérale, la Réserve fédérale, s'engageait à racheter à un taux d'intérêt bas les obligations du Trésor américain. Enfin, formellement, ça n'était pas comme ça n'était pas formulé comme ça. Mais la Banque centrale américaine disait les taux d'intérêt ne monteront pas au-dessus de 2,5%, je crois, à long terme. Et donc, ça veut dire que dès que les taux dépassaient 2,5%, eh bien, la Réserve fédérale achetait le papier public américain, c'est-à-dire qu'elle monétisait la dette publique. On fait comment là? Parce qu'on sait que c'est d'après le rapport Pisani-Ferry, il y a 2 points de PIB par an en France à trouver, je parle sous votre contrôle, pour financer cette transition énergétique au bas mot. On devra passer par plus de dettes, par plus d'impôts, on n'y coupera pas, par un financement peut-être par création monétaire, on n'y est pas hein, évidemment puisque la BCE a arrêté. Alors, la BCE a arrêté, mais si vous regardez hein, le discours des membres du directoire de la Banque centrale européenne depuis plusieurs années, ils intègrent petit à petit cette dimension de transition énergétique et écologique dans leur raisonnement. Et donc, il y a un moment où il faudra qu'ils aillent, sans doute qu'ils aillent plus loin. Avant d'en venir là, il y a même beaucoup de choses qui peuvent se faire en associant de la finance publique et de la finance privée pour faire que des projets qui ne sont pas finançables en l'état le deviennent avec une partie d'argent public, avec un abondement public, avec une base publique. Il y a des banques qui savent très bien faire ça, hein, ça s'appelle les banques de financement international. C'est le boulot de la Banque mondiale, qui devrait d'ailleurs jouer un rôle beaucoup plus important dans le financement de la transition énergétique et écologique.
Ça peut aussi être le rôle de la Banque européenne d'investissement. Alors, le président sortant de la BEI, hein, Werner Hoyer, était très, très frileux sur ces questions-là. Et ça va être tout à fait intéressant de voir si son successeur ou sa successeur sera plus à même d'aller beaucoup plus avant dans ces questions pour trouver des moyens originaux de financer cet effort de transition. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci à vous. Salut.